Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur les secrets pour réaliser une performance explosive en trading. Cette vidéo offre une réelle valeur ajoutée et je peux vous assurer que si vous appliquez ces conseils à la lettre, vous réaliserez une performance bien plus élevée que la grande majorité des traders. Les seules exigences, respecter les conseils dispensés, maîtriser le processus, développer une discipline sans faille. Nous allons à présent nous intéresser au premier secret, le secret numéro 1. Trop souvent, on peut lire sur les forums « j'ai gagné 100 pips », comme si c'était un exploit et l'objectif ultime de tout trader. Je vais vous décevoir. Mon objectif ultime est de 20 pips par jour ou 20 cents par jour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi viser 100 pips par jour vous mènera à la ruine. Je reviens tout d'abord sur le cas de Sébastien. Sébastien, c'est un jeune trader, passionné, prometteur. Néanmoins, il commet encore cette erreur fatale qui consiste à vouloir gagner 100 pips par jour. Durant un séminaire parisien auquel Sébastien assiste, il avait auparavant, donc la veille, pris une position et cette position avait très bien fonctionné puisqu'à 10 heures du matin, son compte était positif et crédité de 100 pips. Beaucoup de participants au séminaire étaient admiratifs, mais je lui ai dit publiquement que je trouvais son approche dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'ego, une absence de méthode et le désir de briller. Sébastien a d'ailleurs tout reperdu quelques mois après et personnellement, je n'ai pas été étonné par l'annonce. Penser 100 pips ou 200 pips peut se révéler dangereux pour la santé de votre portefeuille. Pourquoi ? Je vais revenir sur les faits. Il y a 80% de chances de pouvoir réaliser 20 pips tous les jours. 10 à 15% de chances de pouvoir réaliser 100 pips tous les jours. Faites le choix. Objectivement, vaut-il mieux gagner 20 pips tous les jours ou 10 à 15% de chances de réaliser, c'est-à-dire de se dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, gagner 100 pips. Moi, je préfère effectivement gagner quotidiennement 20 pips plutôt que de me focaliser sur les 100 pips qui n'arriveront qu'une fois tous les 10 jours ou les 20 jours. D'accord ? Peu de journées dépassent les 100 pips. Moi, je vous encourage à étudier par exemple le graphique de l'euro-dollar. Vous verrez que peu de journées effectivement dépassent les 100 pips et que dans cette journée, il y a pas mal de volatilité. On a un marché qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse. Donc, viser 100 pips, c'est dangereux. Pourquoi ? Tout d'abord, il y a cette cupidité. Notre décision est avant tout guidée par la cupidité. Et au lieu de se contenter d'un gain plus modeste de 30, 40, 50, voire même 20 pips, on est, obnubilé par les 100 pips. Deuxième point, cette espérance de gain est démesurée. C'est très peu probable de gagner 100 pips par jour. Enfin, peu de mouvements offrent ce type de gain. Je vous livre donc quelques conseils qui vous aideront grandement dans votre parcours de trader. Premier conseil, viser 100 pips par jour vous conduira à la ruine. Attention! Je ne dis pas qu'il est impossible de gagner 100 pips par jour. Néanmoins, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau et non la finalité. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 pips sur une journée, tant mieux pour vous. Mais ça ne doit pas devenir la finalité. Or, pour beaucoup de personnes, ils sont là, ils attendent. Il faut gagner 100 pips. Or, on a beaucoup plus de journées à 20 pips, durant lesquelles on peut gagner 20 pips, que de journées à 100 pips. Votre but doit être de gagner de manière régulière et éviter à tout prix la ruine. Deuxième conseil, focalisez-vous sur des niches et des gains reproductibles. Ça sera possible avec une maîtrise du marché et une espérance de gain réaliste. Votre but est de prendre ce que le marché vous offre, mais pas d'imposer vos désirs au marché. Si le marché vous offre 10 pips seulement, vous les prenez. Ne soyez pas trop gourmand. Encore une fois, avec l'expérience, vous comprendrez beaucoup mieux l'importance de ce concept. Juste un petit conseil, évitez de vous ruiner
avant de véritablement comprendre ce concept, d'accord? Et suivez ce que je vous dis, mes conseils à la lettre. Troisième conseil, il est bien plus facile de gagner 20 pips tous les jours que 100 pips. Il existe en effet tous les jours de nombreux trades très faciles à 100, à 20 pips. Et pourquoi justement vous tracassez avec les 100 pips? Je vais ici arriver un petit peu, on va faire un petit peu de mathématiques. Et je vais vous expliquer comment on peut passer de 20 pips à 1 million de dollars par an. Attention, moi je ne cherche pas à vous faire rêver, mais juste vous montrer le processus et vous démontrer qu'en se focalisant sur des gains reproductibles, vous pourrez réaliser une excellente performance. Il n'est pas nécessaire de gagner 100 ou 200 pips par jour pour réaliser 1 million de dollars. Par contre, c'est bien plus simple en visant tous les jours 20 pips. D'accord? Donc, supposons que notre trader ait un objectif annuel d'1 million d'euros. Son objectif mensuel, donc on prend 1 million divisé par 12, devient 83 000 euros. Et son objectif quotidien, 4 150 euros. Donc jusque-là, tout va bien. Sachant qu'un lot représente 100 000 dollars, idéalement, notre trader devra à terme travailler avec 20 lots. Pourquoi? Parce qu'on prend 4150 divisé par 20 fois 10. 10, c'est le pips. Hein. Donc 20 fois 10 égale 200. 4150 sur 200 égale 20. Donc pour réaliser quotidiennement un gain de 4150, il devra travailler avec 20 lots. Il n'est pas obligé de commencer avec 20 lots et d'ailleurs, il ne doit pas commencer avec 20 lots. Hein. Un lot, voire même un micro-lot suffit amplement. Mais avec l'expérience, avec les compétences, avec la régularité, il pourra augmenter la taille de sa position. Et c'est ce sur quoi j'ai envie d'insister. Ne pensez plus nombre de points ou pourcentage, mais taille de la position. Je pense qu'avec cet exemple, vous avez compris l'importance de la taille. La taille est à mon sens bien plus importante que le nombre de pips ou de points gagnés par jour. À présent, nous allons nous intéresser au secret numéro 2, la leçon du vendeur de pizza. C'est un petit peu le joke, la blague des étudiants TKL. Durant mes séances de coaching, j'évoque très souvent ce fameux vendeur de pizza. Et donc, je parle de ce vendeur de pizza à mes étudiants et je leur dis, voilà, n'oubliez pas le vendeur de pizza. Et je peux vous dire que non seulement ça fait rire mes étudiants, mais que ça les a marqués. Pourquoi? Je reviens un petit historique. Durant un séminaire à Paris, j'enseigne la nécessité d'être sélectif et de prendre 2 à 3 trades par jour maximum. Alors Philippe, l'un de mes étudiants, me pose la question suivante, mais Tami, c'est difficile de ne rien faire sur les marchés. Et je lui réponds, est-ce que le vendeur de pizza s'amuse à faire des pizzas lorsqu'il a 0 client? Philippe me répond, non. Bien sûr, c'est-à-dire que si effectivement il y a aucun client, je ne vais pas m'amuser à faire des pizzas. Je fais des pizzas en fonction des clients. Et bien moi je lui réponds, faites comme le vendeur de pizza. S'il n'y a pas de pizza, s'il n'y a pas d'activité, évitez de trader. C'est très simple. Et donc c'est difficile à intégrer ce raisonnement parce que sur les marchés, on a envie de s'activer, on a envie de faire des choses. Et bien parfois la meilleure chose à faire, c'est d'éviter de trader lorsqu'il n'y a pas d'activité. D'accord? Donc c'est une triste évidence. Mais beaucoup de traders, je dirais même 90% de traders, se positionnent alors qu'il n'y a rien à faire. Malheureusement, pour eux, lorsque le marché devient intéressant, c'est-à-dire lorsqu'il y a véritablement des opportunités, leur capital est déjà décimé, c'est game over pour eux. Donc tout comme le vendeur de pizza, votre job consiste à ne rien faire quand il n'y a pas d'activité. Vous devez à tout prix attendre qu'il y ait de l'activité pour passer à l'action. On va prendre ici un exemple de marché qui fait du surplace. Donc vous voyez l'euro-dollar qui baisse fortement et qui se stabilise aux alentours des 1,24. Donc effectivement, il ne parvient pas à franchir le niveau des 1,24 et il est coincé dans un range assez étroit. Qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Est-ce qu'il fallait se positionner à l'achat? Est-ce qu'il fallait se positionner à la vente, etc.
on est bien d'accord que c'est un marché où il n'y avait pas grand-chose à faire et il valait mieux rester à l'écart. Je vais, et je pense, aller un peu plus loin en vous enseignant un concept qui pour moi est très important et fondamental dans ma méthodologie, la bougie de contrôle. La bougie de contrôle, c'est une bougie de référence, c'est une bougie assez importante et lorsqu'elle se forme, généralement, on a une série de petites bougies qui se dessinent autour. Et donc, le concept fondamental, c'est le suivant, c'est que tant que le plus haut et le plus bas de la bougie de contrôle n'a pas été cassé, on évite de prendre des positions lourdes. On peut prendre de petits scalps, de petites positions, mais on ne prend pas de la taille, on prend vraiment de petits risques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce que le marché fait du surplace. On va ici l'étudier concrètement sur le titre Bank of America. Ce concept, encore une fois, de la bougie de contrôle est un concept très puissant. D'accord? Et il faudra l'intégrer à votre méthodologie. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser ce concept de bougie de contrôle. Donc, on va étudier le titre BAC sur un graphique 15 minutes. Ici, nous avons donc effectivement le marché qui ouvre, 15 minutes, 30 minutes, et 30 minutes après, on a cette grosse bougie. Puis juste après, vous voyez, le marché fait du surplace. Il stagne, il se stabilise, on n'a rien, aucun mouvement. Il ne casse pas le haut et il ne casse pas le bas. Donc on voit bien encore une fois la pertinence et la puissance de ce concept. Et vers la fin de la séance, vous voyez, on a la cassure, une légère cassure du plus bas de la bougie de contrôle qui a probablement déclenché de nombreux stops. Des personnes voyant effectivement le marché baisser vendent et donc effectivement se mettent à vendre. Puis lors de l'accélération, ils cherchent à se défaire de leur position vendeuse, ce qui pousse le titre vers le haut de la bougie de contrôle, et puis on assiste à une nouvelle consolidation. Donc pendant toute la séance, le marché a fait du surplace. Dans ce type de marché, il faut être extrêmement vigilant. Vous pouvez effectivement vous positionner, mais très peu, vous prenez de petits mouvements, donc vous ne vous éternisez pas dans ce type de marché, vous ne visez certainement pas les 100 pips, 10 pips c'est maximum. Donc vous visez un petit mouvement et idéalement, il vaut mieux éviter ce type de marché. Le danger de la suractivité, justement, la suractivité, elle est très présente dans un marché qui fait du surplace. Pourquoi? Parce que les intervenants sont piégés. Lorsque ça monte, ils veulent acheter. Lorsque ça baisse, ils veulent vendre. Finalement, le marché, pendant toute la séance, ne fait rien. Et ces personnes se sont fait balader par le marché, ce que l'on appelle des portes de saloon. D'accord? Donc, le danger de la suractivité, pour paraphraser la fameuse pub, le fameux fumer tue, on pourrait dire trop de trades tue. Pourquoi? Tout d'abord, il y a les frais de courtage. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin de la séance, vous avez pris plein de trades et qui s'est enrichi? Pas vous, mais votre courtier. Donc, trop de trades tue, évitez les frais de courtage. Deuxièmement, vous n'êtes pas suffisamment sélectif. Et au final, votre performance sera décevante. Enfin, le problème de la suractivité, c'est que vous ne contrôlez plus rien. Vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez. À la fin, vous ne maîtrisez plus vos décisions, vos actions. Votre discipline est mise à rude épreuve et les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, ne rien faire peut vous sauver la vie et accroître considérablement votre performance. Alors, juste une petite remarque. Ne rien faire, ça veut dire quoi ne rien faire? Alors, pour certaines personnes, ne rien faire, ça veut dire se tourner les pouces, regarder Facebook, lire ses mails, visiter les forums, chatter avec ses amis, répondre au téléphone, etc. Ne rien faire, c'est pas ça. D'accord? Ne rien faire, ça signifie ne pas prendre de position. Mais vous êtes patient, vous attendez le meilleur moment. Vous attendez que les conditions de marché soient réunies pour le faire, comme un sniper. D'accord? Le sniper, quand il vise quelqu'un, eh bien, on est bien d'accord qu'il n'est pas là à se tourner les pouces ou à regarder son portable, etc. Non, il attend. Il est patient. Il attend le meilleur moment pour passer à l'attaque. Bien la même chose en trading. Attendez le meilleur moment pour passer à l'action. Mark Weinstein s'est inspiré
de la manière de chasser du guépard. On n'est pas loin du sniper, mais là c'est le guépard. Pour son style de trading, selon Weinstein, le guépard est un animal qui, malgré sa vitesse foudroyante, est extrêmement patient. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'attaquer sa proie rapidement. Mais au lieu de le faire, il attend le meilleur moment pour se positionner. Et il est à l'affût d'une opportunité qui présente un risque très faible et un gain potentiel élevé. D'ailleurs, Mark l'explique de la manière suivante. Il dit que le guépard attend sa proie. Il va attendre une antilope, généralement un bébé antilope, de préférence malade ou blessé. Donc vous voyez qu'il recherche la meilleure opportunité possible présentant un risque faible. Cette phrase, elle m'a tellement marqué, cette phrase de Weinstein, que j'ai même nommé l'une de mes stratégies, la stratégie du guépard. Je vais à présent vous parler d'un autre trader d'excellence qui m'a beaucoup marqué, Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones insiste énormément sur la dimension défensive. En effet, selon lui, il faut avant tout privilégier la défense en trading. Et donc il l'explique de la manière suivante. Si une position me met mal à l'aise, je n'hésite pas à la couper. Il n'y a rien de mieux qu'un nouveau départ. La clé est de jouer la défense et non l'attaque. Et effectivement, sur les marchés, les grosses pertes, elles ne viennent pas d'un risque irréfléchi, etc. Non, elles viennent généralement d'une petite perte qu'on n'a pas souhaité couper. Pire, on a moyenné à la baisse, c'est-à-dire qu'on a renforcé la position perdante et finalement on s'est retrouvé avec une grosse perte. Donc soyez très très défensifs sur les marchés. Pour ceux qui ont fait de la boxe, c'est pour ça que j'ai mis un petit boxeur, pour ceux qui ont fait de la boxe, vous savez qu'en boxe, la priorité est d'abord de se défendre. Un bon boxeur, c'est quelqu'un qui d'abord se protège et qui attend le meilleur moment, qui attend que son adversaire baisse la garde pour lui asséner un direct, un crochet ou un uppercut. Idem en trading. Attendez le meilleur moment, attendez la meilleure opportunité avant de dégainer. Sur le champ de bataille, vous le savez, les héros morts se comptent par milliers. Et Paul Tudor Jones, il a cette phrase que je trouve extrêmement intéressante. Il ne faut pas chercher à être un héros. Et donc sur les marchés, il faut éliminer tout ego et toujours remettre en question ses compétences. C'est-à-dire ne jamais se dire je suis très fort, je suis le meilleur. Donc il ne faut jamais se sentir très bon. Car dès que vous avez cette sensation, vous êtes fini. Donc je le dis et je le répète, évitez de vouloir briller sur les marchés ou de vouloir faire un coup. Contentez-vous d'appliquer votre méthode à la lettre. Vous n'êtes pas là pour briller, vous êtes là pour gagner et respectez le processus. Évitez de commettre des erreurs qui pourraient s'avérer fatales. Donc en conclusion, j'espère que vous n'oublierez pas la leçon du vendeur de pizza et qu'il vous aura marqué comme il a marqué mes étudiants et que vous vous souviendrez de moi. Nous allons à présent étudier le secret numéro 3. Devenez un spécialiste. Il y a beaucoup de personnes qui veulent tout maîtriser. Être un spécialiste requiert une certaine dose d'humilité. Beaucoup de personnes pensent pouvoir tout maîtriser. Dans les faits, c'est difficile, c'est même impossible et je dirais même que c'est inutile et contre-productif. Pire, cette diversion et cette dispersion ne permet pas au trader d'optimiser sa performance. Donc, la spécialisation, elle débute par la modélisation. Il faut repérer le style qui vous convient le mieux. D'accord ? Et donc, moi, je vous conseille, je vous recommande de décrypter le style et les techniques des meilleurs traders dans un premier temps. Vous pourrez vous faire une idée en lisant mes ouvrages, notamment Psychologie des grands traders ou L'art du trading. Parce que dans toute activité sportive, que ce soit le foot, les échecs, l'athlétisme, il est important pour un débutant de copier, d'étudier le style et les techniques des meilleurs avant de développer son propre style. Ce principe s'applique à la perfection au trading. L'étude du parcours des grands traders vous aidera à réaliser ce qu'il faut endurer avant d'y arriver. La spécialisation, elle est donc clé
en trading. Les meilleurs traders sont spécialisés dans un domaine. Prenons le cas d'un coureur, un athlète. On est bien d'accord qu'un coureur de 1500 mètres fera un piètre coureur de 100 mètres. Pourquoi? Vous avez vu les gars du 100 mètres. Ils sont baraqués, ils sont super musclés. Ils se sont entraînés pour un effort particulier. D'accord? Ils doivent faire une course rapide et ils doivent être le plus musclés possible pour pouvoir effectivement réaliser cette course. Alors qu'un coureur de 1500 mètres a généralement un physique beaucoup plus longiligne. Et il fera un piètre coureur de 100 mètres. Et inversement, pour le coureur de 100 mètres, il ne fera pas le poids en 1500. Donc, il est nécessaire d'avoir une certaine humilité pour se spécialiser. Nul n'est omniscient et nul ne peut tout faire et être bon partout. D'accord? Par exemple, un physicien, ce n'est pas un économiste. Un médecin, ce n'est pas un mathématicien. Chacun son domaine, chacun sa spécialité. Et même en médecine, il y a différentes spécialités. Alors, si dans ces professions, on a des spécialisations, pourquoi on ne pourrait pas appliquer le même principe au trading? Donc, devenez un spécialiste. D'accord? Et il est possible de réussir de belle manière en se spécialisant. Je vais prendre le cas par exemple de Steve Alan Cohen. Steve Alan Cohen, c'est un gérant de fonds, un gérant de hedge fund très célèbre, qui a organisé son fonds spéculatif avec une spécialisation par secteur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes de trading. Dans chaque équipe de trading, il y a généralement 2 personnes. Il y a un trader, un analyste. Et chaque équipe est spécialisée sur un secteur. Certaines personnes ne travaillent que sur du pétrole, d'autres personnes sur les valeurs financières, d'autres personnes sur les valeurs de la grande distribution, etc. Et donc, ce fonds a réalisé durant de nombreuses années consécutives des performances assez phénoménales. Et cela prouve l'importance de ce principe, l'importance de la spécialisation. Il faut également éviter de se disperser. Lorsque vous débutez sur les marchés, focalisez-vous d'abord sur les fondamentaux, c'est-à-dire toutes les connaissances clés pour opérer avec succès sur les marchés. Habituez-vous à la rythmique du marché et comprenez la manière dont fonctionnent les indicateurs, les actions, les secteurs, etc. Et le but c'est quoi? C'est d'élaborer rapidement un diagnostic de marché et une stratégie efficace. Je vous recommande d'ailleurs à vos débuts de maîtriser quelques titres. Le but, c'est pas de se disperser, de vouloir maîtriser tous les titres. Il y a des milliers de titres, des milliers d'actions, des tas de devises. Évitez de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout travailler. D'accord? C'est une erreur classique. Focalisez-vous sur un faible nombre de titres dans un premier temps. Maîtrisez leur rythmique, maîtrisez les intervenants, maîtrisez comment ils fonctionnent, etc. La liquidité, le spread, etc. Devenez un spécialiste sur les titres sur lesquels vous travaillez. Chaque titre est unique. Et en maîtrisant les titres sur lesquels on opère, on développe un réel avantage. Il est donc impératif de les connaître parfaitement sur un plan historique. Il faut les analyser quotidiennement, il faut connaître les niveaux clés comme les supports, les résistances, les moyennes mobiles, les ratios de Fibonacci, etc. Une fois les bases assimilées, vous pourrez non seulement élargir la liste de travail, mais surtout augmenter la taille de vos positions. En conclusion, et je pense que c'est très important, devenez un adepte du KISS. KISS, c'est pas le baiser, c'est Keep it simple and stupid. Il faut rester simple, d'accord? Ne pas compliquer les choses. Focalisez-vous sur quelques titres, devenez un spécialiste. Donc il est préférable d'utiliser quelques indicateurs que l'on maîtrise parfaitement plutôt que plein d'indicateurs imparfaitement maîtrisés. Idem pour les titres. Il vaut mieux travailler sur quelques titres plutôt que de vouloir travailler tous les titres. D'accord? Parce que vous ne serez pas aussi bon que les autres qui sont spécialisés. D'accord? Donc à partir de là, devenez un spécialiste, devenez un adepte de la spécialisation. Je suis convaincu que l'un des principaux défis en trading est l'efficacité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon 4e secret « Soyez efficace ». Même en trading, on peut trouver l'inspiration dans le monde qui nous entoure.
Je me suis d'ailleurs inspiré d'une mouvance assez marquée dans le monde de l'entreprise sur ce thème. En effet, il s'agit de repenser la manière de travailler. L'ouvrage Rework, ou retravailler ou retravailler, c'est un ouvrage qui a été publié par le dirigeant d'une start-up américaine très performante, un Basecamp notamment, 37, c'est 37 Signals, excusez mon anglais. Donc start-up américaine très performante qui insiste sur l'importance de repenser la manière de travailler, d'éliminer le superflu au travail, les réunions inutiles, etc. Il y a en effet plusieurs idées clés, notamment le fait que les drogués du travail, ce que l'on appelle workaholic, les personnes qui restent très tard au travail jusqu'à minuit, bien ces personnes elles confondent moyens et résultats. Ça veut dire qu'effectivement ces personnes perdent un temps considérable durant la journée et à la fin de la journée elles se disent tiens, je vais commencer à me concentrer. C'est la même chose en trading. On a beaucoup de personnes qui perdent un temps fou sur les forums, à la recherche d'une méthode miracle, etc., au lieu de travailler régulièrement. Parce qu'encore une fois, le secret en trading, c'est pas, on va pas le trouver sur les forums ou dans des méthodes miracles, etc. On va le trouver dans cette régularité, dans ce travail au quotidien. D'accord ? C'est ça le plus important. Donc, en trading, beaucoup de personnes vont perdre un temps fou au lieu de travailler sérieusement pour développer des compétences solides. Le deuxième point clé ou la deuxième idée clé, c'est less is more. C'est moins égale plus. En effet, beaucoup de personnes pensent que pour résoudre un problème, etc., il faut rajouter des ressources. C'est-à-dire qu'il faut recruter des personnes, etc. Pour résoudre un problème, le plus simple n'est pas de rajouter des ressources, mais d'en retirer. Et ça, on peut l'appliquer en trading à la perfection. Plus de ressources, ça veut dire moyens collaborateurs, ça signifie plus de problèmes, plus d'inertie, plus de contraintes. Je l'ai expérimenté en trading, je l'ai expérimenté également dans le monde de l'entreprise en tant qu'entrepreneur. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes pour être efficace. Au contraire, si vous sélectionnez de manière intelligente les personnes avec lesquelles vous travaillez, eh bien, vous pourrez avoir beaucoup plus d'impact qu'une équipe avec beaucoup plus de personnes. Less is more. Idem en trading, donc la méthode doit être simple et efficace. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce principe. On va revenir rapidement sur le principe de Pareto, le principe des 80-20. Donc c'est une loi très célèbre qui nous donne le résultat suivant. 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Alors, ça signifie quoi concrètement ? Bien, quand on étudie les entreprises, même les plus performantes, on s'aperçoit que 80% du chiffre d'affaires est réalisé grâce à 20% des clients. 80% des réclamations proviennent de 20% des clients. C'est-à-dire qu'on a le plus d'emmerde, entre guillemets, avec 20% des clients. 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Ce principe s'applique à la perfection au trading et il permet de se focaliser sur les moments clés. Alors, concrètement, en trading, ça donne quoi ? 80% des mouvements les plus importants, quand vous avez une forte accélération, etc., ça prend maximum 20% de temps. Parfois moins, mais bon, c'est juste pour appliquer l'idée derrière le principe de Pareto. Donc, vous avez les gros mouvements, les mouvements les plus importants, ils prennent 20% de temps. Et généralement, les mouvements en range, c'est-à-dire quand le marché ne fait rien, fait du surplace, ils prennent 80% du temps. 20% des trades procurent 80% des bénéfices. Et là, c'est extrêmement pertinent comme remarque. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on l'a expliqué précédemment avec la règle des 20 et des 100 pips. Tous les jours, 20 pips, on est sûr de les avoir. Mais on peut avoir des journées très intéressantes durant lesquelles vous allez augmenter la taille de votre position parce que toutes les conditions sont réunies. Généralement, ces journées représentent 20% de l'ensemble des journées, voire même 10%. Eh bien, c'est durant ces journées où vous allez gagner beaucoup. Et donc, 20% des trades sont à l'origine de 80% de vos gains et 20% des trades sont à l'origine de 80% de vos pertes. Qu'est-ce qui se passe chez un trader perdant ? Souvent,
il suffit d'une ou de deux bêtises pour perdre gros. Donc il peut avoir une probabilité de succès de 80% ou 90%, on s'en fiche. S'il gère mal ses pertes, eh bien il suffit d'une perte pour éradiquer tous ses gains. Donc ce n'est pas en restant 16 heures devant vos écrans que vous allez gagner de l'argent. Au contraire, soyez beaucoup plus efficace. Quand vous êtes sur les marchés, vous devez être totalement concentré. Moi, qu'est-ce que je conseille à mes étudiants? Je leur conseille de rester 2, 3, 4 heures maximum devant leurs écrans. Ça ne sert à rien de rester 10 heures. D'ailleurs, j'avais eu la remarque d'un de mes étudiants qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, bon, quand je restais devant mon écran 3-4 heures, je prenais de bonnes positions parce que j'étais complètement concentré. Mais le fait de rester 10 heures, 12 heures, 14 heures devant mon écran fait que à la fin, je me mettais à faire du n'importe quoi. Donc, focalisez-vous, soyez concentrés. On va étudier ce principe concrètement sur un graphique. Ici sur ce graphique, donc c'est le graphique de l'or, donc du tracker de l'or. On note que durant la hausse, les gros mouvements nécessitent 2 bougies. Et dans les consolidations, on note qu'il y a parfois 8 bougies, parfois même plus 10, 15 bougies. D'accord? Donc les mouvements les plus impulsifs, les plus puissants, prennent généralement 2, 3 bougies maximum. Les mouvements latéraux de consolidation demandent 8, 10, 15 bougies. Ce qui me fait dire qu'il faut trader moins pour gagner plus. D'accord? On en parle beaucoup. Nicolas Sarkozy qui nous disait travailler plus pour gagner plus. Ok. Mais en trading, il faut travailler de manière efficace. On n'est pas obligé de rester 10 heures, 16 heures devant ses écrans. On n'est pas obligé de travailler énormément de titres. On n'est pas obligé d'avoir trop d'informations. Il faut privilégier la qualité et non la quantité. Donc, tradez moins pour gagner plus. Pourquoi? Parce qu'en tradant moins, déjà, vous allez être plus sélectif, plus concentré. Vous éviterez de faire des bêtises et vous travaillerez le processus. D'où l'importance de travailler moins, mais de manière plus intelligente pour gagner beaucoup plus. Pareto en trading. Mieux vaut être concentré à 100% pendant 3 heures plutôt qu'à 20% pendant 10 heures. Martelez ce principe, mettez-le sur un post-it, collez-le sur vos écrans, mais appliquez-le. Vous verrez que votre performance augmentera de manière assez importante. La concentration totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train de trader, vous ne téléphonez pas à vos amis, vous ne répondez pas aux mails, vous n'allez pas sur Internet, vous n'allez pas sur les forums, etc., etc., etc. La concentration totale est la condition du succès. Secret numéro 5, soyez rigoureux et discipliné. Alors ça veut dire quoi la rigueur et la discipline? Eh bien, je vais commencer par une citation de Jesse Livermore, le grand spéculateur, le plus grand spéculateur du XXe siècle. Du moins, celui qui a marqué des générations de traders et celui qui nous a appris énormément à travers ses ouvrages. Emotional control is the most essential factor in playing the market. Le contrôle, la gestion de ses émotions est le facteur le plus important lorsqu'on trade, lorsqu'on travaille sur les marchés. C'est quoi la discipline? Donc la discipline pour un trader, c'est tout d'abord d'ignorer les rumeurs et les nuisances externes. C'est également de laisser le temps, suffisamment de temps à ses positions, de dessiner le scénario attendu ou pour contredire son jugement. Par exemple, je me suis positionné à l'achat, le marché tarde à progresser. Bon, si effectivement ma stratégie est bonne, pourquoi vouloir sortir précipitamment? J'attends. Et si effectivement le marché se retourne légèrement, il ne faut pas se précipiter vers la sortie. Surtout si ma stratégie est bonne. Si je me pose des questions sur ma stratégie, ok, pas de problème. Je peux sortir de ma position. Par contre, si ma stratégie est excellente, je dois tenir ma position. Autre point important, être capable de revenir sur le champ de bataille tous les jours. C'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent, vous allez connaître des échecs.
des baisses de régime, etc. Ça fait partie du jeu. Être capable de revenir sur le champ de bataille tous les jours, même après une série de pertes. C'est la raison pour laquelle je vous incite à développer, à écrire un plan de trading. C'est la clé du succès. C'est quoi le plan de trading? C'est l'ensemble de règles que vous allez suivre à la lettre en situation. Donc, ensemble de règles de trading éprouvées, développées à la suite de travaux de recherche approfondis. Donc, vous allez lire des bouquins, suivre des formations, faire des recherches, étudier les graphiques, etc. Et tout ça, ça vous permettra effectivement d'établir des règles. D'accord? Et ces règles, vous devrez les suivre rigoureusement sur les marchés. Et ces règles doivent également prendre en compte votre personnalité. Est-ce que vous aimez le risque ou pas? Est-ce que vous êtes quelqu'un de prudent ou quelqu'un qui aime le risque? Bref, votre personnalité va également être prise en compte dans l'élaboration des règles. Les avantages du plan de trading, il y en a plusieurs. Tout d'abord, un plan de trading, il va forcer votre discipline. C'est-à-dire que vous devez vous dire sur les marchés, je suis mon plan, je suis mon plan, je suis mon plan. Et donc, quand vous faites du trading, votre plan de trading doit être super complet. C'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les configurations possibles et inimaginables. Par exemple, qu'est-ce que je fais dans tel ou tel cas de figure? Si par exemple je suis acheteur et que le marché se retourne subitement contre moi, qu'est-ce que je fais? Si je suis vendeur et le marché tarde à baisser, qu'est-ce que je fais? Si nous sommes dans tel ou tel type de marché, qu'est-ce que je fais? Bref, vous prenez en compte tous les cas de figure. Le plan de trading permet de ne pas se positionner de manière hasardeuse. Encore une fois, c'est important. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi vous vous êtes positionné. Et si par la suite, vous souhaitez améliorer ou modifier votre plan de trading, eh bien, vous aurez une trace. Vous saurez pourquoi votre système ne fonctionne pas et qu'est-ce que vous pourrez améliorer pour faire en sorte que votre système soit meilleur. Donc, le plan de trading, les règles précisent la manière dont les positions seront ouvertes, les critères par exemple d'ordre fondamental. Moi, il y a un critère très simple. Je recommande à mes étudiants de ne pas ouvrir une position avant une nouvelle économique. Pourquoi? Parce qu'avant une nouvelle économique, le marché fait du n'importe quoi. On a une volatilité extrême et eh bien effectivement, on peut se retrouver coincé. Le marché évolue contre nous et on ne peut même pas sortir parce qu'il n'y a plus de liquidité. Parce que le marché décale de manière extrêmement violente et vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes que là à regarder. Eh bien, c'est une règle sur laquelle j'insiste. Et pourtant, j'ai des étudiants qui ne l'ont pas suivi. Et par la suite, effectivement, ils m'ont dit, bon, c'est une erreur, j'aurais dû la suivre. Mais parfois, rien ne vaut une vraie expérience. C'est-à-dire que vous prenez une grosse paf, et là, vous comprenez l'importance de la leçon. Donc parfois, malheureusement, même moi, je suis impuissant. Je ne peux pas, comment dirais-je, obliger un étudiant à suivre la règle. À un certain moment, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Respectez les règles, soyez rigoureux, soyez disciplinés. Autre chose, la gestion des risques. Donc le plan de trading précisera la gestion des risques. Comment vous placez vos stops, quel est le risque que vous acceptez par position, etc. Enfin, la gestion des positions, c'est-à-dire est-ce que vous augmentez la taille de votre position si le marché évolue favorablement, comment vous prenez vos bénéfices, comment vous montez les stops, etc. Tous ces critères doivent être pris en compte. Donc le journal de trading, il viendra appuyer ce plan de trading. Il viendra tout d'abord étudier donc le journal de trading. La définition, c'est un récapitulatif de toutes les positions prises durant la séance, la semaine, le mois. Donc c'est un journal. Dans ce journal, vous allez écrire par exemple, voilà, j'ai pris telle position, j'ai gagné, j'ai perdu. Pourquoi? Ce que je recommande à mes étudiants, c'est d'écrire les raisons et bien sûr de répondre à la question suivante. Ai-je bien fait mon job? Ai-je bien fait mon job? C'est important. Donc, le journal de trading, il permet de répondre à plusieurs questions. Première question, ai-je respecté les règles? Donc, vous avez les règles de votre plan. Et donc, dans le journal, vous devez écrire, voilà, j'ai validé, j'ai respecté. Non, je n'ai pas respecté, je n'ai pas bien fait mon job.
Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est d'être discipliné sur les marchés. Vous pouvez gagner en ne respectant pas les règles. Et vous pouvez perdre en respectant les règles. Mais pour moi, celui qui pourra durer, celui qui va survivre, celui qui va gagner sur la durée, c'est celui qui respecte les règles, même s'il perd à court terme. Ce n'est pas grave. Ne vous focalisez pas sur les gains à court terme. Ils ne signifient rien. Focalisez-vous sur le processus, sur le long terme. Deuxième point, quels sont les points à améliorer? Grâce au journal de trading, vous pourrez dire, ok, j'ai pris mes bénéfices trop rapidement, j'ai hésité à couper ma perte, je n'ai pas renforcé ma position, etc. Bref, vous allez noter les points positifs, les points négatifs, et à partir de là, effectivement, ça vous aidera à vous améliorer. Et donc, répondre à la question suivante, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma performance? Donc le journal de trading, il est décisif. Pourquoi? Parce qu'il permettra de renforcer les bonnes attitudes, il vous permettra d'améliorer les règles de votre plan de trading, enfin, il vous permettra de noter vos points forts et vos points faibles. Et c'est à mon sens la clé du succès. La vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Merci de votre attention. Si vous avez aimé, ça me ferait super plaisir que vous puissiez cliquer sur le like juste en dessous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions. À très très bientôt. Super musclés, ils se sont entraînés pour un effort particulier. D'accord? Ils doivent faire une course rapide et ils doivent être le plus musclés possible pour pouvoir effectivement réaliser cette course. Alors qu'un coureur de 1500 mètres a généralement un physique beaucoup plus longiligne et il fera un piètre coureur de 100 mètres. Et inversement, pour le coureur de 100 mètres, il ne fera pas le poids en 1500. Donc, il est nécessaire d'avoir une certaine humilité pour se spécialiser. Nul n'est omniscient et nul ne peut tout faire et être bon partout. D'accord? Par exemple, un physicien, ce n'est pas un économiste. Un médecin, ce n'est pas un mathématicien. Chacun son domaine, chacun sa spécialité. Et même en médecine, il y a différentes spécialités. Alors, si dans ces professions, on a des spécialisations, pourquoi on ne pourrait pas appliquer le même principe au trading? Donc, devenez un spécialiste. D'accord? Et il est possible de réussir de belle manière en se spécialisant. Je vais prendre le cas par exemple de Steve Alan Cohen. Steve Alan Cohen, c'est un gérant de fonds, un gérant de hedge fund très célèbre, qui a organisé son fonds spéculatif avec une spécialisation par secteur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes de trading. Dans chaque équipe de trading, il y a généralement 2 personnes. Il y a un trader, un analyste. Et chaque équipe est spécialisée sur un secteur. Certaines personnes ne travaillent que sur du pétrole, d'autres personnes sur les valeurs financières, d'autres personnes sur les valeurs de la grande distribution, etc. Et donc, ce fonds a réalisé durant de nombreuses années consécutives des performances assez phénoménales. Et cela prouve l'importance de ce principe, l'importance de la spécialisation. Il faut également éviter de se disperser. Lorsque vous débutez sur les marchés, focalisez-vous d'abord sur les fondamentaux, c'est-à-dire toutes les connaissances clés pour opérer avec succès sur les marchés. Habituez-vous à la rythmique du marché et comprenez la manière dont fonctionnent les indicateurs, les actions, les secteurs, etc. Et le but c'est quoi? C'est d'élaborer rapidement un diagnostic de marché et une stratégie efficace. Je vous recommande d'ailleurs à vos débuts de maîtriser quelques titres. Le but, c'est pas de se disperser, de vouloir maîtriser tous les titres. Il y a des milliers de titres, des milliers d'actions, des tas de devises. Évitez de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout travailler. D'accord? C'est une erreur classique. Focalisez-vous sur un faible nombre de titres dans un premier temps. Maîtrisez leur rythmique, maîtrisez les intervenants, maîtrisez comment ils fonctionnent, etc. La liquidité, le spread, etc. Devenez un spécialiste sur les titres sur lesquels vous travaillez. Chaque titre est unique. Et en maîtrisant les titres sur lesquels on opère, on développe un réel avantage.
Il est donc impératif de les connaître parfaitement sur un plan historique. Il faut les analyser quotidiennement, il faut connaître les niveaux clés comme les supports, les résistances, les moyennes mobiles, les ratios de Fibonacci, etc. Une fois les bases assimilées, vous pourrez non seulement élargir la liste de travail, mais surtout augmenter la taille de vos positions. En conclusion, et je pense que c'est très important, devenez un adepte du KISS. KISS, c'est pas le baiser, c'est Keep it simple and stupid. Il faut rester simple, d'accord ? Ne pas compliquer les choses. Focalisez-vous sur quelques titres, devenez un spécialiste. Donc il est préférable d'utiliser quelques indicateurs que l'on maîtrise parfaitement plutôt que plein d'indicateurs imparfaitement maîtrisés. Idem pour les titres. Il vaut mieux travailler sur quelques titres plutôt que de vouloir travailler tous les titres. D'accord ? Parce que vous ne serez pas aussi bon que les autres qui sont spécialisés. D'accord ? Donc à partir de là, devenez un spécialiste, devenez un adepte de la spécialisation. Je suis convaincu que l'un des principaux défis en trading est l'efficacité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon 4e secret « Soyez efficace ». Même en trading, on peut trouver l'inspiration dans le monde qui nous entoure. Je me suis d'ailleurs inspiré d'une mouvance assez marquée dans le monde de l'entreprise sur ce thème. En effet, il s'agit de repenser la manière de travailler. L'ouvrage Rework, ou Retravailler ou Retravailler, c'est un ouvrage qui a été publié par le dirigeant d'une start-up américaine très performante, un Basecamp notamment, 37, c'est 37 Signals, excusez mon anglais. Donc start-up américaine très performante qui insiste sur l'importance de repenser la manière de travailler, d'éliminer le superflu au travail, les réunions inutiles, etc. Il y a en effet plusieurs idées clés, notamment le fait que les drogués du travail, ce que l'on appelle workaholic, les personnes qui restent très tard au travail jusqu'à minuit, bien ces personnes elles confondent moyens et résultats. Ça veut dire qu'effectivement, ces personnes perdent un temps considérable durant la journée et à la fin de la journée, elles se disent « Tiens, je vais commencer à me concentrer ». C'est la même chose en trading. On a beaucoup de personnes qui perdent un temps fou sur les forums, à la recherche d'une méthode miracle, etc., au lieu de travailler régulièrement. Parce qu'encore une fois, le secret en trading, c'est pas, on ne va pas le trouver sur les forums ou dans des méthodes miracles, etc. On va le trouver dans cette régularité, dans ce travail au quotidien. D'accord ? C'est ça le plus important. Donc, en trading, beaucoup de personnes vont perdre un temps fou au lieu de travailler sérieusement pour développer des compétences solides. Le deuxième point clé ou la deuxième idée clé, c'est less is more. C'est moins égale plus. En effet, beaucoup de personnes pensent que pour résoudre un problème, etc., il faut rajouter des ressources. C'est-à-dire qu'il faut recruter des personnes, etc. Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur les secrets pour réaliser une performance explosive en trading. Cette vidéo offre une réelle valeur ajoutée et je peux vous assurer que si vous appliquez ces conseils à la lettre, vous réaliserez une performance bien plus élevée que la grande majorité des traders. Les seules exigences, respecter les conseils dispensés, maîtriser le processus, développer une discipline sans faille. Nous allons à présent nous intéresser au premier secret, le secret numéro 1. Trop souvent, on peut lire sur les forums « J'ai gagné 100 pips », comme si c'était un exploit, et l'objectif ultime de tout trader. Je vais vous décevoir. Mon objectif ultime est de 20 pips par jour, ou 20 cents par jour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi viser 100 pips par jour vous mènera à la ruine. Je reviens tout d'abord sur le cas de Sébastien. Sébastien, c'est un jeune trader, passionné, prometteur. Néanmoins, il commet encore cette erreur fatale qui consiste à vouloir gagner 100 pips par jour. Durant un séminaire parisien auquel Sébastien assiste, il avait auparavant, donc la veille, pris une position et cette position avait très bien fonctionné puisqu'à 10 heures du matin, son compte était positif et crédité de 100 pips.
Beaucoup de participants au séminaire étaient admiratifs, mais je lui ai dit publiquement que je trouvais son approche dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'ego, une absence de méthode et le désir de briller. Sébastien a d'ailleurs tout reperdu quelques mois après et personnellement, je n'ai pas été étonné par l'annonce. Penser 100 pips ou 200 pips peut se révéler dangereux pour la santé de votre portefeuille. Pourquoi? Je vais revenir sur les faits. Il y a 80% de chances de pouvoir réaliser 20 pips tous les jours. 10 à 15% de chances de pouvoir réaliser 100 pips tous les jours. Faites le choix. Objectivement, vaut-il mieux gagner 20 pips tous les jours ou 10 à 15% de chances de réaliser, c'est-à-dire de se dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, gagner 100 pips. Moi, je préfère effectivement gagner quotidiennement 20 pips plutôt que de me focaliser sur les 100 pips qui n'arriveront qu'une fois tous les 10 jours ou les 20 jours. D'accord? Peu de journées dépassent les 100 pips. Moi, je vous encourage à étudier, par exemple, le graphique de l'euro-dollar. Vous verrez que peu de journées, effectivement, dépassent les 100 pips. Et que dans cette journée, il y a pas mal de volatilité. On a un marché qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse. Donc, viser 100 pips, c'est dangereux. Pourquoi? Tout d'abord, il y a cette cupidité. Notre décision est avant tout guidée par la cupidité. Et au lieu de se contenter d'un gain plus modeste, de 30, 40, 50, voire même 20 pips, on est, comment dirais-je, obnubilé par les 100 pips. Deuxième point, cette espérance de gain est démesurée. C'est très peu probable de gagner 100 pips par jour. Enfin, peu de mouvements offrent ce type de gain. Je vous livre donc quelques conseils qui vous aideront grandement dans votre parcours de trader. Premier conseil, viser 100 pips par jour vous conduira à la ruine. Attention, je ne dis pas qu'il est impossible de gagner 100 pips par jour. Néanmoins, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau et non la finalité. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 pips sur une journée, tant mieux pour vous. Mais ça ne doit pas devenir la finalité. Or, pour beaucoup de personnes, ils sont là, ils attendent. Il faut gagner 100 pips. Or, on a beaucoup plus de journées à 20 pips, durant lesquelles on peut gagner 20 pips, que de journées à 100 pips. Votre but doit être de gagner de manière régulière et éviter à tout prix la ruine. Deuxième conseil, focalisez-vous sur des niches et des gains reproductibles. Ça sera possible avec une maîtrise du marché et une espérance de gain réaliste. Votre but est de prendre ce que le marché vous offre, mais pas d'imposer vos désirs au marché. Si le marché vous offre 10 pips seulement, vous les prenez. Ne soyez pas trop gourmand. Encore une fois, avec l'expérience, vous comprendrez beaucoup mieux l'importance de ce concept. Juste un petit conseil, évitez de vous ruiner avant de véritablement comprendre ce concept, d'accord? Et suivez ce que je vous dis, mes conseils à la lettre. Troisième conseil, il est bien plus facile de gagner 20 pips tous les jours que 100 pips. Il existe en effet tous les jours de nombreux trades très faciles à 100, à 20 pips. Et pourquoi justement vous tracassez avec les 100 pips? Je vais ici arriver un petit peu, on va faire un petit peu de mathématiques. Et je vais vous expliquer comment on peut passer de 20 pips à 1 million de dollars par an. Attention, moi je ne cherche pas à vous faire rêver, mais juste vous montrer le processus et vous démontrer qu'en se focalisant sur des gains reproductibles, vous pourrez réaliser une excellente performance. Il n'est pas nécessaire de gagner 100 ou 200 pips par jour pour réaliser 1 million de dollars. Par contre, c'est bien plus simple en visant tous les jours 20 pips. D'accord? Donc, supposons que notre trader ait un objectif annuel d'1 million d'euros. Son objectif mensuel, donc on prend 1 million divisé par 12, devient 83 000 euros. Et son objectif quotidien, 4 150 euros. Donc jusque-là, tout va bien. Sachant qu'un lot représente 100 000 dollars.
idéalement, notre trader devra à terme travailler avec 20 lots. Pourquoi? Parce qu'on prend 4150 divisé par 20 fois 10. 10, c'est le pips, hein, donc 20 fois 10 égale 200. 4150 sur 200 égale 20. Donc pour réaliser quotidiennement un gain de 4150, il devra travailler avec 20 lots. Il n'est pas obligé de commencer avec 20 lots et d'ailleurs, il ne doit pas commencer avec 20 lots. Hein. Un lot, voire même un micro-lot suffit amplement. Mais avec l'expérience, avec les compétences, avec la régularité, il pourra augmenter la taille de sa position. Et c'est ce sur quoi j'ai envie d'insister. Ne pensez plus nombre de points ou pourcentage, mais taille de la position. Je pense qu'avec cet exemple, vous avez compris l'importance de la taille. La taille est à mon sens bien plus importante que le nombre de pips ou de points gagnés par jour. À présent, nous allons nous intéresser au secret numéro 2, la leçon du vendeur de pizza. C'est un petit peu le joke, la blague des étudiants TKL. Durant mes séances de coaching, j'évoque très souvent ce fameux vendeur de pizza. Et donc, je parle de ce vendeur de pizza à mes étudiants et je leur dis, voilà, n'oubliez pas le vendeur de pizza. Et je peux vous dire que non seulement ça fait rire mes étudiants, mais que ça les a marqués. Pourquoi? Je reviens un petit historique. Durant un séminaire à Paris, j'enseigne la nécessité d'être sélectif et de prendre 2 à 3 trades par jour maximum. Alors Philippe, l'un de mes étudiants, me pose la question suivante, mais Tami, c'est difficile de ne rien faire sur les marchés. Et je lui réponds, est-ce que le vendeur de pizza s'amuse à faire des pizzas lorsqu'il a 0 client? Philippe me répond, non. Bien sûr, c'est-à-dire que si effectivement il y a aucun client, je ne vais pas m'amuser à faire des pizzas. Je fais des pizzas en fonction des clients. Et bien moi je lui réponds, faites comme le vendeur de pizza. S'il n'y a pas de pizza, s'il n'y a pas d'activité, évitez de trader. C'est très simple. Et donc c'est difficile à intégrer ce raisonnement parce que sur les marchés, on a envie de s'activer, on a envie de faire des choses. Et bien parfois la meilleure chose à faire, c'est d'éviter de trader lorsqu'il n'y a pas d'activité. D'accord? Donc c'est une triste évidence. Mais beaucoup de traders, je dirais même 90% de traders, se positionnent alors qu'il n'y a rien à faire. Malheureusement, pour eux, lorsque le marché devient intéressant, c'est-à-dire lorsqu'il y a véritablement des opportunités, leur capital est déjà décimé, c'est game over pour eux. Donc tout comme le vendeur de pizza, votre job consiste à ne rien faire quand il n'y a pas d'activité. Vous devez à tout prix attendre qu'il y ait de l'activité pour passer à l'action. On va prendre ici un exemple de marché qui fait du surplace. Donc vous voyez l'euro-dollar qui baisse fortement et qui se stabilise aux alentours des 1,24. Donc effectivement, il ne parvient pas à franchir le niveau des 1,24 et il est coincé dans un range assez étroit. Qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Est-ce qu'il fallait se positionner à l'achat? Est-ce qu'il fallait se positionner à la vente, etc. On est bien d'accord que c'est un marché où il n'y avait pas grand-chose à faire et il valait mieux rester à l'écart. Je vais, et je pense, aller un peu plus loin en vous enseignant un concept qui pour moi est très important et fondamental dans ma méthodologie, la bougie de contrôle. La bougie de contrôle, c'est une bougie de référence, c'est une bougie assez importante et lorsqu'elle se forme, généralement, on a une série de petites bougies qui se dessinent autour. Et donc, le concept fondamental, c'est le suivant. C'est que tant que le plus haut et le plus bas de la bougie de contrôle n'a pas été cassé, on évite de prendre des positions lourdes. On peut prendre de petits scalps, de petites positions, mais on ne prend pas de la taille. On prend vraiment de petits risques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce que le marché fait du surplace. On va ici, l'étudier concrètement sur le titre Bank of America. Ce concept, encore une fois, de la bougie de contrôle est un concept très puissant. D'accord? Et il faudra l'intégrer à votre méthodologie. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser ce concept de bougie de contrôle. Donc, on va étudier le titre BAC sur un graphique 15 minutes. Ici, nous avons donc effectivement le marché qui ouvre, 15 minutes, 30 minutes, et 30 minutes après, on a cette grosse bougie. Puis juste après, vous voyez le marché fait du surplace.
il stagne, il se stabilise, on n'a rien, aucun mouvement. Il ne casse pas le haut et il ne casse pas le bas. Donc on voit bien encore une fois la pertinence et la puissance de ce concept. Et vers la fin de la séance, vous voyez, on a la cassure, une légère cassure du plus bas de la bougie de contrôle, qui a probablement déclenché de nombreux stops. Des personnes voyant effectivement le marché baisser vendent, et donc effectivement se mettent à vendre, puis lors de l'accélération, ils cherchent à se défaire de leur position vendeuse, ce qui pousse le titre vers le haut de la bougie de contrôle, et puis on assiste à une nouvelle consolidation. Donc pendant toute la séance, le marché a fait du surplace. Dans ce type de marché, il faut être extrêmement vigilant. Vous pouvez effectivement vous positionner, mais très peu, vous prenez de petits mouvements, donc vous ne vous éternisez pas. Dans ce type de marché, vous ne visez certainement pas les 100 pips, 10 pips c'est maximum. Donc vous visez un petit mouvement, et idéalement, il vaut mieux éviter ce type de marché. Le danger de la suractivité. Justement, la suractivité, elle est très présente dans un marché qui fait du surplace. Pourquoi ? Parce que les intervenants sont piégés. Lorsque ça monte, ils veulent acheter. Lorsque ça baisse, ils veulent vendre. Finalement, le marché, pendant toute la séance, ne fait rien. Et ces personnes se sont fait balader par le marché, ce que l'on appelle des portes de saloon. D'accord ? Donc, le danger de la suractivité, pour paraphraser la fameuse pub, le fameux fumer tue, on pourrait dire trop de trades tue. Pourquoi ? Tout d'abord, il y a les frais de courtage. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin de la séance, vous avez pris plein de trades et qui s'est enrichi ? Pas vous, mais votre courtier. Résoudre un problème, le plus simple n'est pas de rajouter des ressources, mais d'en retirer. Et ça, on peut l'appliquer en trading à la perfection. Plus de ressources, ça veut dire moyens collaborateurs, ça signifie plus de problèmes, plus d'inertie, plus de contraintes. Je l'ai expérimenté en trading, je l'ai expérimenté également dans le monde de l'entreprise en tant qu'entrepreneur. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes pour être efficace. Au contraire, si vous sélectionnez de manière intelligente les personnes avec lesquelles vous travaillez, eh bien, vous pourrez avoir beaucoup plus d'impact qu'une équipe avec beaucoup plus de personnes. Less is more. Idem en trading, donc la méthode doit être simple et efficace. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce principe. On va revenir rapidement sur le principe de Pareto, le principe des 80-20. Donc c'est une loi très célèbre qui nous donne le résultat suivant. 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Alors, ça signifie quoi concrètement ? Bien, quand on étudie les entreprises, même les plus performantes, on s'aperçoit que 80% du chiffre d'affaires est réalisé grâce à 20% des clients. 80% des réclamations proviennent de 20% des clients. C'est-à-dire qu'on a le plus d'emmerdes, entre guillemets, avec 20% des clients. 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Ce principe s'applique à la perfection au trading et il permet de se focaliser sur les moments clés. Alors, concrètement, en trading, ça donne quoi ? 80% des mouvements les plus importants, quand vous avez une forte accélération, etc., ça prend maximum 20% de temps. Parfois moins, mais bon, c'est juste pour appliquer l'idée derrière le principe de Pareto. Donc, vous avez les gros mouvements, les mouvements les plus importants, ils prennent 20% de temps. Et généralement, les mouvements en range, c'est-à-dire quand le marché ne fait rien, fait du surplace, ils prennent 80% du temps. 20% des trades procurent 80% des bénéfices. Et là, c'est extrêmement pertinent comme remarque. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on l'a expliqué précédemment avec la règle des 20 et des 100 pips. Tous les jours, 20 pips, on est sûr de les avoir. Mais on peut avoir des journées très intéressantes durant lesquelles vous allez augmenter la taille de votre position parce que toutes les conditions sont réunies. Généralement, ces journées représentent 20% de l'ensemble des journées, voire même 10%. Eh bien, c'est durant ces journées où vous allez gagner beaucoup. Et donc, 20% des trades sont à l'origine de 80% de vos gains et 20% des trades sont à l'origine de 80% de vos pertes. Qu'est-ce qui se passe chez un trader perdant ? Souvent, il suffit d'une ou de deux bêtises pour perdre gros. Donc, il peut avoir une probabilité de succès de 80% ou 90%, on s'en fiche.
S'il gère mal ses pertes, eh bien, il suffit d'une perte pour éradiquer tous ses gains. Donc ce n'est pas en restant 16 heures devant vos écrans que vous allez gagner de l'argent. Au contraire, soyez beaucoup plus efficace. Quand vous êtes sur les marchés, vous devez être totalement concentré. Moi, qu'est-ce que je conseille à mes étudiants? Je leur conseille de rester 2, 3, 4 heures maximum devant leurs écrans. Ça ne sert à rien de rester 10 heures. D'ailleurs, j'avais eu la remarque d'un de mes étudiants qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, bon, quand je restais devant mon écran 3-4 heures, je prenais de bonnes positions parce que j'étais complètement concentré. Mais le fait de rester 10 heures, 12 heures, 14 heures devant mon écran fait que à la fin, je me mettais à faire du n'importe quoi. Donc, focalisez-vous, soyez concentrés. On va étudier ce principe concrètement sur un graphique. Ici, sur ce graphique, donc c'est le graphique de l'or, donc du tracker de l'or. On note que durant la hausse, les gros mouvements nécessitent 2 bougies. Et dans les consolidations, on note qu'il y a parfois 8 bougies, parfois même plus 10, 15 bougies. D'accord? Donc les mouvements les plus impulsifs, les plus puissants, prennent généralement 2, 3 bougies maximum. Les mouvements latéraux de consolidation demandent 8, 10, 15 bougies. Ce qui me fait dire qu'il faut trader moins pour gagner plus. D'accord? On en parle beaucoup, Nicolas Sarkozy qui nous disait travailler plus pour gagner plus. Ok, mais en trading, il faut travailler de manière efficace. On n'est pas obligé de rester 10 heures, 16 heures devant ses écrans. On n'est pas obligé de travailler énormément de titres. On n'est pas obligé d'avoir trop d'informations. Il faut privilégier la qualité et non la quantité. Donc, trader moins pour gagner plus. Pourquoi? Parce qu'en tradant moins, déjà, vous allez être plus sélectif, plus concentré, vous éviterez de faire des bêtises et vous travaillerez le processus. D'où l'importance de travailler moins, mais de manière plus intelligente, pour gagner beaucoup plus. Pareto en trading. Mieux vaut être concentré à 100% pendant 3 heures plutôt qu'à 20% pendant 10 heures. Martelez ce principe, mettez-le sur un post-it, collez-le sur vos écrans, mais appliquez-le. Vous verrez que votre performance augmentera de manière assez importante. La concentration totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train de trader, vous ne téléphonez pas à vos amis, vous ne répondez pas aux mails, vous n'allez pas sur Internet, vous n'allez pas sur les forums, etc., etc., etc. La concentration totale est la condition du succès. Secret numéro 5, soyez rigoureux et discipliné. Alors ça veut dire quoi la rigueur et la discipline? Eh bien, je vais commencer par une citation de Jesse Livermore, le grand spéculateur, le plus grand spéculateur du XXe siècle. Du moins, celui qui a marqué des générations de traders et celui qui nous a appris. Donc trop de trades tue, évitez les frais de courtage. Deuxièmement, vous n'êtes pas suffisamment sélectif. Et au final, votre performance sera décevante. Enfin, le problème de la suractivité, c'est que vous ne contrôlez plus rien. Vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez. À la fin, vous ne maîtrisez plus vos décisions, vos actions. Votre discipline est mise à rude épreuve et les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, ne rien faire peut vous sauver la vie et accroître considérablement votre performance. Alors, juste une petite remarque. Ne rien faire, ça veut dire quoi ne rien faire? Alors, pour certaines personnes, ne rien faire, ça veut dire se tourner les pouces, regarder Facebook, lire ses mails, visiter les forums, chatter avec ses amis, répondre au téléphone, etc. Ne rien faire, c'est pas ça. D'accord? Ne rien faire, ça signifie ne pas prendre de position. Mais vous êtes patient, vous attendez le meilleur moment. Vous attendez que les conditions de marché soient réunies pour le faire, comme un sniper. D'accord? Le sniper, quand il vise quelqu'un, eh bien, on est bien d'accord qu'il n'est pas là à se tourner les pouces ou à regarder son portable, etc. Non, il attend. Il est patient. Il attend le meilleur moment pour passer à l'attaque. Bien la même chose en trading. Attendez le meilleur moment pour passer à l'action.
Mark Weinstein s'est inspiré de la manière de chasser du guépard. On n'est pas loin du sniper, mais là c'est le guépard. Pour son style de trading. Selon Weinstein, le guépard est un animal qui, malgré sa vitesse foudroyante, est extrêmement patient. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'attaquer sa proie rapidement. Mais au lieu de le faire, il attend le meilleur moment pour se positionner. Et il est à l'affût d'une opportunité qui présente un risque très faible et un gain potentiel élevé. D'ailleurs, Mark l'explique de la manière suivante. Il dit que le guépard attend sa proie. Il va attendre une antilope, généralement un bébé antilope, de préférence malade ou blessé. Donc vous voyez qu'il recherche la meilleure opportunité possible présentant un risque faible. Cette phrase, elle m'a tellement marqué, cette phrase de Weinstein, que j'ai même nommé l'une de mes stratégies, la stratégie du guépard. Je vais à présent vous parler d'un autre trader d'excellence qui m'a beaucoup marqué, Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones insiste énormément sur la dimension défensive. En effet, selon lui, il faut avant tout privilégier la défense en trading. Et donc il l'explique de la manière suivante. Si une position me met mal à l'aise, je n'hésite pas à la couper. Il n'y a rien de mieux qu'un nouveau départ. La clé est de jouer la défense et non l'attaque. Et effectivement, sur les marchés, les grosses pertes, elles ne viennent pas comment dirais-je, d'un risque irréfléchi, etc. Non, elles viennent généralement d'une petite perte qu'on n'a pas souhaité couper. Pire, on a moyenné à la baisse, c'est-à-dire qu'on a renforcé la position perdante et finalement on s'est retrouvé avec une grosse perte. Donc soyez très très défensifs sur les marchés. Pour ceux qui ont fait de la boxe, c'est pour ça que j'ai mis un petit boxeur, pour ceux qui ont fait de la boxe, vous savez qu'en boxe, la priorité est d'abord de se défendre. Un boxeur, un bon boxeur, c'est quelqu'un qui d'abord se protège et qui attend le meilleur moment, qui attend que son adversaire baisse la garde pour lui asséner un direct, un crochet ou un uppercut. Idem en trading. Attendez le meilleur moment, attendez la meilleure opportunité avant de dégainer. Sur le champ de bataille, vous le savez, les héros morts se comptent par milliers. Et Paul Tudor Jones, il a cette phrase que je trouve extrêmement intéressante. Il ne faut pas chercher à être un héros. Et donc sur les marchés, il faut éliminer tout ego et toujours remettre en question ses compétences. C'est-à-dire ne jamais se dire je suis très fort, je suis le meilleur. Donc il ne faut jamais se sentir très bon. Car dès que vous avez cette sensation, vous êtes fini. Donc je le dis et je le répète, évitez de vouloir briller sur les marchés ou de vouloir faire un coup. Contentez-vous d'appliquer votre méthode à la lettre. Vous n'êtes pas là pour briller, vous êtes là pour gagner et respectez le processus. Évitez de commettre des erreurs qui pourraient s'avérer fatales. Donc en conclusion, j'espère que vous n'oublierez pas la leçon du vendeur de pizza et qu'il vous aura marqué comme il a marqué mes étudiants et que vous vous souviendrez de moi. Nous allons à présent étudier le secret numéro 3. Devenez un spécialiste. Il y a beaucoup de personnes qui veulent tout maîtriser. Être un spécialiste requiert une certaine dose d'humilité. Beaucoup de personnes pensent pouvoir tout maîtriser. Dans les faits, c'est difficile, c'est même impossible et je dirais même que c'est inutile et contre-productif. Pire, cette diversion et cette dispersion ne permet pas au trader d'optimiser sa performance. Donc, la spécialisation, elle débute par la modélisation. Il faut repérer le style qui vous convient le mieux. D'accord ? Et donc, moi, je vous conseille, je vous recommande de décrypter le style et les techniques des meilleurs traders dans un premier temps. Vous pourrez vous faire une idée en lisant mes ouvrages, notamment Psychologie des grands traders ou L'art du trading. Parce que dans toute activité sportive, que ce soit le foot, les échecs, l'athlétisme, il est important pour un débutant de copier, d'étudier le style et les techniques des meilleurs avant de développer son propre style. Ce principe s'applique à la perfection au trading. L'étude du parcours des grands traders vous aidera à réaliser ce qu'il faut endurer avant d'y arriver. La spécialisation, elle est donc clé
en trading. Les meilleurs traders sont spécialisés dans un domaine. Prenons le cas d'un coureur, un athlète. On est bien d'accord qu'un coureur de 1500 mètres fera un piètre coureur de 100 mètres. Pourquoi? Vous avez vu les gars du 100 mètres, ils sont baraqués, ils sont